Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve avec Catherine pour nous parler yoga. Donc Catherine, est-ce que tu peux te présenter? Oui, Chantal, bonjour à toutes et à tous. J'enseigne le yoga depuis plus d'une quinzaine d'années dans la lignée de Desi Kachar et de Krishna Macharya. Et je me suis spécialisée en yoga thérapie en 2011, puisque j'avais pas mal de cours individuels et des personnes qui avaient pas mal de soucis de santé et qui ne pouvaient pas forcément pratiquer tout ce qu'elles voulaient en yoga. Et en parallèle, je me suis aussi formée à l'Ayurveda, puisque quand on parle de yoga thérapie, on s'intéresse aussi à l'alimentation et à l'hygiène de vie de la personne. Et c'est vrai que ces deux disciplines bien sont complémentaires et ne peuvent pas vraiment être séparées. Hmm. Et maintenant, bah, j'accompagne plus particulièrement les femmes en préménopause, ménopause à reprendre leur santé en main, donc avec la yoga thérapie, avec l'Ayurveda, pour éviter de prendre des traitements hormonaux, de substitution, par exemple. Hmm. Super. Merci à toi de participer à ce bel élan de solidarité et de contribution au monde. Avec plaisir. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous dire où tu te situes en France? Alors, j'habite à Tours. D'accord, ok. Donc, tu es en Touraine. Voilà. À Tours, en Touraine. Et donc, on peut te trouver sur quel site internet? Alors, on peut aller voir sur yoga-ayurveda37.com. D'accord, ok, très bien. Bah écoute, voilà, Catherine, là aujourd'hui, si je t'ai fait venir, c'est pour qu'on parle justement de la yoga thérapie. Alors, on sait que le yoga, ça veut dire union en sanskrit. Tu vas nous dire de quelle union il s'agit, et puis ensuite tu vas définir pourquoi on en a fait une thérapie et c'est quoi la différence entre le yoga avec les asanas, la pratique du yoga, et la thérapie du yoga. Oui, alors il y a plusieurs définitions du yoga. Moi, je vais m'appuyer sur celle des Yoga Sutras de Patanjali, qui dit que le yoga, c'est la cessation de l'agitation du mental. Mais c'est yoga de la racine sanscrite yug, hein, veut dire union, effectivement. Donc, c'est l'union du corps, du souffle et du mental. Donc le yoga, c'est vraiment un chemin, une discipline de vie, un art de vivre au quotidien pour nous amener à la libération de la souffrance. Et le texte fondateur du yoga est le Yoga Sutra, et il nous propose, à travers différents aphorismes, des petites phrases courtes en sanskrit, de progresser à son rythme vers cette libération, et il s'adresse à différents types de personnes. Mm. Donc, dans le yoga, il y a en fait différentes branches, hein, il y a beaucoup de branches, et notamment il y a la branche qui s'adresse aux personnes qui ont des troubles de santé, hein, mais il y a aussi le yoga qui s'adresse aux jeunes. Il y a différents types de yoga, yoga de la dévotion, et plein de yoga. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans, simplement, je vais parler de la yoga thérapie, yoga chikitsa, donc chikitsa qui veut dire soin, thérapie. Et même dans la yoga thérapie, il y a encore plusieurs branches. Et c'est là où je vais détailler pour que vous compreniez bien ce qu'est la yoga thérapie et à qui elle s'adresse. Donc, elle s'adresse à toute personne qui a un problème de santé, et qu'il s'adresse, que ce soit un problème du corps physique, du corps physiologique, du corps mental, du corps émotionnel. Et il y a trois grands principes dans la yoga thérapie. Comment on va fonctionner? On va à la fois travailler d'abord à soulager le symptôme de la personne, puis ensuite on va aller chercher la cause qui a créé le problème, puisque si on ne va pas chercher la cause, eh bien, le problème va revenir. Et ensuite, troisième chose, on va chercher à donner l'indépendance à la personne, la rendre indépendante, c'est-à-dire à lui donner les outils pour qu'elle puisse ensuite voler de ses propres ailes.
Donc, quand on reçoit une personne en yoga thérapie, on va, comme en Ayurveda, faire une sorte de diagnostic. On va faire l'étude de la personne. Donc, on va étudier la personne dans ses 5 corps. Alors, les corps, peut-être, je vais peut-être les détailler, mais il y a le corps physique, hein, Anamaya, Kosha. Il y a le Les koshas, les 5 koshas dont tu parles. voilà, c'est ça, hein. Donc, le corps physique, le corps physiologique pranique, hein, le corps mental, hein, Manomaya, puis le corps d'expérience, hein, Vijnanamaya, et puis le corps spirituel, Anandamaya. Donc, on va... Et je vais juste souligner une chose, c'est que ces 5 corps-là ne sont que des illusions, en fait. Hein, Voilà. voilà. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas, ils sont tous interconnectés, Voilà. hein. En tous les cas, ça nous permet, nous, de pouvoir voir où se situe le problème, hein, s'il se situe dans le corps physique ou s'il se situe plutôt dans le corps physiologique ou dans le mental. En tous les cas, quoi qu'il arrive, même si il n'y a a priori que le corps physique qui est impacté, les autres corps, quoi qu'il arrive, vont être impactés aussi. Donc, lorsqu'on va recevoir la personne, eh bien, il va y avoir une interview, il va y avoir peut-être de la palpation pour voir au niveau physique s'il y a des tensions. Il va y avoir aussi la prise de pouls et bien sûr l'observation. Donc, on va observer chez la personne, en tous les cas, les corps les plus... on va commencer par observer le corps physique, hein, parce que le corps physiologique ou le corps pranique, en tant que yoga thérapeute, on n'a pas accès aux prises de sang, etc. Donc, on va aller pour observer le prana, qui est très subtil et qu'on ne peut pas observer ainsi. On va aller observer les manifestations du prana, qui sont les 5 souffles, hein, les 5 sudosha de Vata ou les 5 vayus. Donc, il y aura, en tous les cas, si on perçoit un problème au niveau physique, donc on va aller commencer par pacifier le symptôme, hein, en travaillant à amener du repos au niveau de la zone. Donc là, on va travailler à pacifier le symptôme. On regardera vraiment l'articulation ou le muscle et on va le reposer, puis ensuite voir la mobilité fonctionnelle, voir l'alignement, et ensuite le renforcement. Et ensuite, on ira travailler sur la cause. Donc, pour aller travailler sur la cause, il faudra, quand c'est un problème physique, il faudra aller travailler sur le prana, l'énergie vitale qui a causé le problème. Ça va? Ouais, ouais. Tout le monde suit. Donc, au niveau du prana, donc on a prana chikitsa. Alors, quand on parle de la thérapie sur le corps, on a sariraka chikitsa, thérapie sur le corps, et pranika sikitsa, oula, chikitsa, la thérapie sur le prana. Donc, comment on va travailler sur le prana? Eh bien, on va aller donc observer les 5 vayus. Comment, c'est-à-dire les 5 souffles, hein, donc prana, le souffle qui se trouve au-dessus du diaphragme et qui gère la respiration, la circulation sanguine et toute la partie émotion, hein, grosso modo, hein. On ira observer ensuite Udana, la région au niveau de la gorge, hein, qui gère tous les organes des sens, le cerveau, la communication. On ira aussi observer comment ça se passe au niveau de Samana, qui gère la digestion, l'assimilation, l'élimination, l'absorption. Et puis, on ira aussi regarder également Apana, pour ce qui est de l'élimination. La pana, c'est le mouvement vers le bas. Hein. Voilà, c'est ça, c'est la région sous le nombril qui gère l'élimination et toute la partie Les menstrues sexuelle, aussi. hein, les Les menstrues. menstrues aussi. Voilà. Donc, en fonction de ce que va nous dire la personne, en fonction de ce que l'on va observer, on va aller agir sur ces vailloux. Donc, on va déjà aller agir sur le vaillou concerné. Donc, par exemple, si la personne elle a vraiment de la constipation et si elle a aussi des douleurs du bas du dos, là, on peut se dire que c'est Udana qui est impliqué. Donc, on va aller travailler avec à la fois le corps physique, mais aussi le corps
le corps pranique, la respiration. Et pour travailler sur Apana, là je donne un exemple, on va travailler les allongements de l'expire et les rétentions poumon vide. C'est comme ça qu'on va aller travailler sur Apana. Et Apana peut être soit hyperactif, soit trop lent. Hein. Donc là, on va aller jouer avec ça. Pour observer aussi le corps pranique, le prana, on va aussi regarder s'il y a un équilibre entre les deux nadis, hein, les deux canaux d'énergie subtile. Donc côté gauche, Ida, hein, côté lunaire, côté droit, Pingala, côté solaire. Là, on va aller regarder aussi si c'est bien équilibré, parce que si c'est déséquilibré, on va pouvoir le voir dans le corps. Il peut y Comment tu avoir vois, comment tu observes l'équilibre de l'énergie de Ida ou de Pingala? Alors, plutôt comment j'observe le déséquilibre. Ouais. Hein. Parce que quand j'observe le déséquilibre, il pourra y avoir, par exemple, plus de tension d'un côté que de l'autre, hein, beaucoup plus de tension musculaire. Après, il peut y avoir au niveau, par la température de la peau, par la pilosité, s'il y a de l'œdème, on peut voir effectivement vraiment le déséquilibre. Et puis, par exemple, par rapport à l'alignement de la colonne vertébrale, donc on peut voir ça. Et puis, surtout, on va voir le déséquilibre par le pouls, en fait. En prenant le pouls, on pourra sentir Mm. le déséquilibre entre Ida et Pingala. Mm. C'est bien de prendre le pouls parce que même dans l'Ayurveda, on fait ça. Et Mm. c'est vrai qu'effectivement, de toute façon, c'est la base en fait pour savoir où se trouve le déséquilibre chez la personne. Et on confronte ça avec ce qu'elle va nous dire durant l'entretien et ce qu'on va percevoir aussi pendant l'examen du ventre, par exemple, ou des ongles, etc. Tout ça, ça va nous donner aussi des indications de comment le prana fonctionne, surtout le apana vayu, hein, notamment. Hein. Voilà. Mm. Excuse-moi, et j'ai ma minette là qui n'arrête pas de m'embêter. À chaque fois que je suis en live, elle vient squatter mes épaules. Bref. Alors, pour travailler sur le prana, il y aura toujours aussi la partie où on va apaiser le symptôme, donc on va apaiser le vayu en question. Mais ensuite, il va falloir travailler sur la cause. Donc là, on ira activer les autres vayus, les activer ou les apaiser. Mais il faudra aller agir sur les autres vayus pour pouvoir retrouver cet équilibre entre les différents souffles, entre les différents vayus. Et ensuite, quand on aura activé ou enfin travaillé sur les 5 vayus, alors j'ai oublié parler d'un autre vayu qui est Vyana Vayu, hein, qui est le vayu, enfin le souffle, qui gère toute la communication entre cellules et tout ce qui est entre les cellules et intracellulaire, hein, toute cette région-là travaille sur les cellules, la circulation, bref. Donc ça sera, une fois qu'on aura activé les vayus, on va aller ensuite travailler à aligner l'axe énergétique, hein, donc à aligner tout l'axe physiologique en travaillant sur l'alignement des chakras ou l'axe énergétique. Et enfin, on travaillera à renforcer et à retrouver un équilibre et à améliorer l'équilibre de plus en plus. Donc là, quand on est sur améliorer l'équilibre, une fois qu'on a fait tout ce travail, là, on peut dire que la personne, elle a fini la yoga thérapie et qu'elle peut continuer avec le yoga. Les outils de la yoga thérapie, eh bien, si c'est un problème physique, au niveau du corps physique, on va travailler avec les postures, donc asana et pranayama, puisqu'on va aller travailler sur la cause. Donc, on va aller aussi travailler sur la concentration, dharana. Donc ça, c'est vraiment les outils de la yoga thérapie. Après, je dirais que les autres outils sont plutôt les outils du yoga, hein, comme la méditation, les chants, les mantras, mais on peut utiliser les chants aussi en yoga thérapie. Il y a d'autres thérapies, la thérapie des sens, Indriya Chikitsa, qui fait partie de la yoga thérapie. Par exemple, si on a un souci au niveau si on a des acouphènes, si on a des problèmes d'yeux. Donc là, on va aller aussi travailler sur la région d'Udana, hein, le vayu au niveau de la gorge, et on va aller travailler toute cette région des sens.
toujours pareil, en pacifiant le symptôme, en allant travailler sur prana pour aller chercher la cause. Et puis, si on a vraiment un problème au niveau du prana, que la personne vient nous voir pour un problème d'hypothyroïdie, pour un problème de maladie auto-immune, pour un problème déjà quelque chose d'un peu plus grave, là, on va aller travailler, on va aller donc travailler sur le corps physique, sur le corps pranique, mais aussi sur le manomaya, sur le corps, sur le mental, pour pouvoir renforcer la constitution de la personne au niveau de son mental. Également, si la personne a un problème au niveau du mental, si elle vient nous voir pour un souci de dépression ou des choses un petit peu plus graves au niveau mental, on ne va jamais parler en fait du problème à la personne. Parce que la personne, elle a créé un schéma là-dessus, donc c'est un schéma, et si on parle du problème, ça va ramener la personne dans son problème. Et en yoga thérapie, on n'a pas envie de ça. On a envie que la personne, on veut chez la personne créer un nouveau samskara, un nouveau schéma positif, hein. Donc on va l'amener à renforcer son mental par des techniques. Alors bien sûr en travaillant sur le corps, puisque en travaillant sur le corps et en travaillant avec la respiration, on va en renforçant son corps et en augmentant, voilà, ça va permettre de renforcer le mental. Et si bien que le problème va apparaître beaucoup moins important en fait. L'idée c'est ça, c'est on ne va pas aller comme en psychothérapie, creuser dans le problème. Non, on n'en parle absolument pas en fait. On utilise un peu la ruse, on va aller se détourner du problème en fait, hein. Et donc là, on traitera bien sûr le symptôme en renforçant le mental et on ira ensuite, pour toucher le mental et aller un peu plus loin, pour travailler vraiment sur la cause, il faudra aller monter dans le corps, aller un petit peu plus loin, aller travailler sur le corps d'expérience, corps émotionnel, aller vraiment essayer de reconnecter la personne à son âme, à sa nature profonde, à trouver en elle, faire naître en elle l'étincelle de vie en fait qui va lui permettre de dépasser son problème. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé. Non, j'ai l'impression que ça va. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat pour que je puisse les poser à Catherine, puisqu'elle n'a pas accès au chat du groupe. Donc, c'est le moment, Alors, vous pouvez le faire à tout moment. Et voilà. alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand la personne s'engage dans un processus de yoga thérapie, hein, comme en Ayurveda, ce n'est pas une seule séance. Ça va prendre un petit peu de temps. C'est logique. Donc, on est parti pour quelques séances. Et plus le souci va être profond, hein, enfin, plus le souci va être, je dirais, entre guillemets, grave et la maladie déclarée, plus le nombre de séances va être long, hein. Si c'est juste un simple, simple douleur au genou, mal de dos, donc là, ça pourra être réglé quand même un peu plus rapidement. Mais si on part sur des maladies, sur des problèmes du système immunitaire, des problèmes du système nerveux, du système endocrinien, là, ça va prendre beaucoup plus de temps. Sachant que on va pas, je ne vais pas dire à la personne d'arrêter ses médicaments, bien sûr, hein, c'est vraiment un accompagnement en parallèle de la médecine allopathique. Et ça permet aussi de réduire les effets secondaires des médicaments. Donc concrètement, on va donner à la personne une ou deux pratiques par jour. Ça pourra même aller jusqu'à 4 à 5 pratiques dans la journée, mais ça peut être des pratiques de 5 minutes, hein, 5 minutes, 4 fois dans la journée. Là, on va vraiment adapter en fonction du besoin. Mais en tout cas, la pratique du soir sera vraiment une pratique importante parce qu'elle va permettre d'éliminer le stress de la constitution. Et là, on va travailler plus sur des allongements de l'expire pour vraiment que la personne relâche son stress. Et le matin, ça sera plus une pratique qui lui permettra de bien démarrer la journée, hein. Donc, ça fait partie des rituels. Ça rentre dans les rituels d'hygiène de vie de l'Ayurveda. Bien sûr, bien sûr. C'est d'ailleurs ce que je propose dans la méthode CREA pour ceux qui veulent savoir
savoir comment mettre en place une routine adaptée. Et donc, du coup, dans la méthode créa, je propose aussi un peu, pas de la yoga thérapie, mais de la yoga associée à l'Ayurveda, puisqu'il va y avoir des asanas en fonction des différents doshas. Et donc, voilà, proposer aux personnes en fonction de leur dosha dominant. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter par message privé et je serai heureuse de vous rencontrer par visio et de vous en parler. On continue du coup avec toi, Catherine. Donc, tu nous as parlé de la définition des trois grands principes donc des étapes de la yoga thérapie. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de parallèles avec l'Ayurveda. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment toi, tu travailles en associant la yoga thérapie et l'Ayurveda auprès des personnes qui viennent te voir? Oui, c'est-à-dire que lors de l'entretien avec la personne, il sera important de vérifier sa digestion, hein, son élimination, son énergie, comment est son sommeil. Hein. Donc c'est vrai que là, eh bien, tout yoga thérapeute est amené à regarder ce que mange la personne, comment elle digère. Et c'est vrai que si on s'est formé à l'Ayurveda, eh bien, ça va quand même aider beaucoup. Donc maintenant, dans les formations de yoga thérapie, il y a effectivement un module sur l'alimentation ayurvédique. Après, on peut aussi utiliser l'alimentation chinoise. Hein, je crois il y a aussi des choses autour de la médecine chinoise, mais bon, restons plutôt dans les choses qui sont dans la même tradition, hein, tant qu'à faire. Et dans l'entretien, on va effectivement aider, proposer à la personne de peut-être de revoir quelques points dans son alimentation et puis aussi dans son hygiène de vie, puisque on ne peut pas vraiment séparer la yoga thérapie de l'aspect alimentation, de l'aspect hygiène de vie, parce que si la personne fait n'importe quoi au niveau alimentaire et qu'elle a un problème au niveau de Samanavayu, c'est-à-dire au niveau de la digestion, qu'elle vient nous voir parce qu'elle a des gros soucis digestifs ou qu'elle a même des problèmes d'hypothyroïdie, des problèmes du système hormonal, il va falloir vraiment aller regarder du côté de l'alimentation hein, et de l'hygiène de vie. C'est ça. Donc ça marche vraiment, ce sont vraiment deux disciplines qui Complémentaires, fonctionnent ensemble. Hein, oui. ouais, c'est ça. On dit souvent que le yoga et l'Ayurveda sont des sœurs jumelles, en fait. Ok, et c'est vrai que moi, pour être allée dans différentes cliniques ayurvédiques et travailler là-bas, j'ai bien vu que de toute façon, il n'y avait pas d'Ayurveda sans yoga et que ça faisait partie de la routine dès le matin, en fait. Hein. Dès le matin, on levé, hop, on va faire sa méditation, on va faire ses mantras, on va faire son yoga, son pranayama, et hop, la journée commence comme ça, quoi. C'est ça. Verre d'eau, avec le nettoyage aussi après les rituels ayurvédiques qu'on met en place pour nettoyer et purifier son organisme. Donc, et puis après, le soir aussi, il y a toujours un petit temps aussi de méditation et de pranayama pour pouvoir entrer plus facilement dans le sommeil. C'est très intéressant. Euh, Moi, j'ai beaucoup apprécié hein, quand j'étais en Inde d'accueillir tout ça et puis le refaire chez moi maintenant, parce que j'ai toujours voulu le ramener ici en France et puis me dire, attends, ça, je ne peux pas le garder pour moi, c'est pas possible. Donc, voilà. Oui, c'est clair. C'est clair. Moi, ce qui m'a vraiment motivée à enseigner la yoga thérapie, c'est que suite à ma formation qui s'est étalée sur 3 ans, donc c'était des week-ends, c'était des semaines, il y avait à la fin du cursus un internat dans une clinique, hein, la clinique du docteur Chandra Sekaran, hein, je vais le citer. Hein. On est resté donc 2 semaines à voir donc des cas
yoga, hein, des gens passés qui nous montraient leurs pratiques, comment les pratiques avaient évolué. Et on a vu les gens qui ont évité des opérations du dos, qui se sont vraiment guéris, hein, sans rien d'autre qu'avec de la yoga thérapie. Et moi, ça m'a complètement convaincue que c'était un outil très, très puissant. D'ailleurs, Krishnamacharya disait que le yoga ou la yoga thérapie est vraiment de la chirurgie sans instrument. Parce qu'on va aller vraiment travailler très, très, très précisément. C'est vraiment assez scientifique, hein, la yoga thérapie. Il y a tout un protocole à adopter. C'est très, très scientifique. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est très puissant, en fait. Mm. Mm. C'est très intéressant. Et donc, ouais, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup apprécié quand j'étais en Inde de faire tout ça. Et je trouve que c'est quand on se lance dans l'Ayurveda en tant que thérapeute euh, ou dans le yoga, je trouve que c'est vraiment fondamental d'aller en Inde pour ne serait-ce que sentir l'énergie d'où vient justement cette thérapie et cette médecine aussi, pour pouvoir s'en imprégner en fait. Parce que si on fait juste des cours en France ou en ligne, ben, on n'a pas cette transmission d'énergie qui nous touche en fait au final, hein. Et on ne comprend pas tout le sens et la cohérence de ces deux médecines qui est le yoga et l'ayurveda en fait. Ce que je voulais dire, c'est que la relation élève, entre guillemets, ou pas patient, mais personne qui vient pour la yoga thérapie ou qui vient pour l'entretien en Ayurveda, et celui qui enseigne, la relation fait tout fait la plupart des choses dans la guérison, en fait, hein. Et la personne, elle doit vraiment avoir la foi, quoi, la foi, Shraddha, la foi pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir continuer à pratiquer. Donc, il y a vraiment une relation qui s'installe entre l'élève et l'enseignant. Et c'est ça qui fait toute la beauté et qui permet, je dirais, une grande part de la guérison. Parce que si la personne vient en étant un petit peu, sans trop d'implication et sans s'impliquer, ça va pas fonctionner. Donc Mais c'est là, on comme, demande à la personne de pratiquer régulièrement et il y a cette relation qui se développe au fil du temps et c'est ça qui est très beau, c'est ça. Voilà. c'est comme pour toute thérapie, je dirais, hein. S'il n'y a pas une application de l'un comme de l'autre personne, ben, effectivement, ça capote en fait, hein, au bout d'un moment. Ouais. Voilà. Si la personne, elle vient parce qu'on lui a dit que c'était bien pour elle, je veux dire, il y aura pas forcément d'implication de cette personne-là, sauf si elle est vraiment, elle est curieuse et puis qu'elle se dit, ah, tiens, je vais essayer, ça peut peut-être marcher. Là, elle est déjà dans une intention de changer et d'évoluer de se prendre en main. Ouais. Si elle vient de la part de quelqu'un et qu'elle vient à contrainte et forcée, je dirais presque à son ouais, bon gré mal gré, je dirais, ben, c'est sûr que il y aura pas, ça va faire un flop dans l'eau, quoi. Je veux dire, ça sert à rien, en fait. Donc, le mieux, c'est vraiment, je crois que l'impulsion doit venir de l'intérieur, hein. C'est vraiment comme ça qu'on amorce déjà un changement. À partir du moment où on prend conscience que ça ne va pas, on a déjà la moitié du chemin de fait. Et que à partir du moment ensuite on a trouvé la bonne personne, ou en tout cas on a trouvé un début de réponse dans une thérapie, là l'implication peut se faire. Et là, si en plus avec la personne qu'on a en face de nous, on retrouve quelqu'un de bienveillant, euh, de, qui est dans le détachement, mais pas dans le jugement, et qui est là pour nous accompagner vraiment, où on sent vraiment qu'il y a une implication du cœur, là, ça peut se faire, ça devient magique en fait. Voilà. Parce qu'il y a une connexion qui se fait. Et je me souviens quand j'étais infirmière, je ne comprenais pas. J'avais plein de collègues qui, après avoir eu leur diplôme, et même ensuite, hein, se cachaient derrière leurs soins techniques et leur blouse parce qu'elles ne voulaient pas être, soi-disant, bouffées par les autres. Mais en même temps, comment on peut aider quelqu'un si on ne s'investit pas
auprès de cette personne-là? Comment on peut créer un climat de confiance si on se préserve derrière une blouse ou derrière des soins techniques? C'est pas possible en fait. L'autre, elle va le recevoir et puis avoir l'impression d'être devant un robot. Donc, ce qui est important, c'est franchement d'être là, de s'impliquer et puis de se dire, OK, on prend la main de la personne, qu'est-ce qui vous arrive? Racontez-moi votre histoire, pourquoi vous êtes là aujourd'hui, et puis je vais essayer de vous aider avec les connaissances que j'ai, et puis surtout avec mon cœur, quoi. Et qu'importe les blues, qu'importe les gestes techniques, etc., même si c'est important quand même, c'est pas, il n'y a pas que ça qui est important dans les soins, en fait, hein, qu'on apporte à l'autre. Il y a surtout l'élan d'amour, cet élan de, voilà, d'empathie, en fait, au final, tu vois. C'est Exactement. vrai que c'est ça qui est important quand on est en face de quelqu'un, euh, parce que on va lui transmettre une partie de notre intimité, on va lui transmettre des croyances qu'on a, qu'on n'ose pas dire aux autres parce qu'on a peur d'être jugé, qu'on va pas forcément dire à notre entourage parce que voilà, c'est délicat, parce qu'on a peur aussi d'envahir l'autre, on a peur de voilà, il y a plein de peurs en fait qu'on n'ose pas dire, mais qu'on va pouvoir se délester au final en face de la personne qui va pouvoir nous aider avec bienveillance et empathie. Mm. Et ça, c'est important quand on va voir quelqu'un, même pour nous masser, c'est vraiment important de savoir vers qui on laisse comment dirais-je, nos problèmes, en fait. Voilà. Vers qui on va se délester au final. Mm. Voilà. Si vous allez vers quelqu'un et puis que vous ne la sentez pas, mais arrêtez tout de suite, en fait, ça ne sert à rien. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'aller voir, en fait, les personnes déjà, les rencontrer pour leur dire bonjour, pour sentir leur énergie, savoir si c'est si c'est une personne qui ne nous correspond pas. Et puis ensuite, si franchement ça le fait, ben, on prend rendez-vous. Et si ça ne le fait pas, ben, on en reste là. Et puis c'est bon, c'est OK, il n'y a pas de problème. Et ça devrait être pareil à l'hôpital au final, hein. Mais à l'hôpital, bon, il y a encore pas mal de boulot, hein. Voilà, enseigner le Ouais. yoga aux Bon, il y a déjà infirmières la pour qu'elles soient en état de sophrologie. yoga quand elles font leurs Ouais. soins. Il y a déjà la sophrologie et l'hypnothérapie qui commencent à faire leur apparition et l'ostéopathie qui commencent à faire leur apparition dans certaines cliniques et certains hôpitaux. Donc, c'est déjà bien. Moi, il y a 25 ans, quand j'ai... Non, il y a 30 ans, quand j'étais élève infirmière, je sortais tout juste de l'école d'infirmière, il n'y avait pas tout ça. C'est vrai. Moi, j'étais un peu la précurseur au niveau touché, au niveau massage, hein. Moi, quand je me suis lancée il y a 15 ans dans l'Ayurveda était très, très peu connue. Ah oui, c'est clair. Euh, voilà, donc j'ai commencé comme ça par le biais du massage, parce que j'ai bien remarqué qu'on est des sous-touchés, hein, dans notre société où le mental est mis sur un piédestal et que le reste du corps, ben, en fait, c'est peanuts. Et les émotions encore moins, hein. Il ne faut surtout pas en parler des émotions. On les range sous le tapis, hein. Dans un placard, on verrouille à clé et on blâme tout ça. Et le problème, c'est que mais on est entier, en fait. On est un corps entier, on est fait d'émotions, on est fait de pensées. On a un corps physique qui est relié forcément avec tout ça, et donc qui va rentrer en synergie avec tout ça. Et donc, c'est logique qu'en fait, on ait besoin de notre corps. Il y a, il y a j'aime beaucoup cette phrase qui dit prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. C'est ça, en fait. Voilà. Et c'est quoi l'âme? C'est quoi l'âme? On ne sait pas, hein. C'est très subtil, hein. Il y a plein de gens qui auront plein de définitions. Pour toi, c'est quoi l'âme, Catherine? Atma. Atma, moi, je vais avoir du mal à te donner une définition, puisque pour moi, l'âme, c'est la nature, sa nature profonde. Voilà, ça peut même être Naissance, en fait. sa nature de Bouddha.
C'est notre essence, en fait, notre Ouais, âme. c'est ça. C'est ça, c'est notre essence. Et notre âme, elle est éternelle. Et elle va de corps en corps, de vie en vie, etc. Et C'est c'est ça. comme ça qu'on va pouvoir expérimenter la vie. Et l'Ayurveda, c'est quoi? C'est la connaissance de la vie. Hein. Donc, à partir du moment où on rentre dans un corps, on fait connaissance avec la vie. Parce qu'avant, on n'est qu'une âme, donc on ne sait pas ce qu'est la vie, en fait. On sait dans le concept, mais dans le physique, on ne sait pas. Dans la matière, on ne sait pas. Donc, voilà. Donc, quand il y a des gens qui parlent de mission d'âme, machin, bon, c'est très new age pour moi. Enfin, moi, personnellement, je ne pense pas qu'on ait de mission. On a des élans. Et ces élans-là, ce sont des appels de notre âme qui nous poussent à aller vers des choses qui auront plus de sens et de cohérence euh, pour nous, pour notre environnement et pour le monde dans sa globalité, en fait. Notre contribution qu'on va apporter, en fait, à ce monde en changement perpétuel. Tu voulais rajouter quelque chose, Catherine? Non, 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 franchement, non, rien d'autre me vient pour l'instant. Je t'écoute. Alors, il y a Catherine qui disait que tout à l'heure, quand tu parlais de yoga thérapie et que le yoga pouvait soigner, c'était la chirurgie de notre... Sans instrument, de la chirurgie sans instrument, ça voilà, c'est. c'est une chirurgie sans instrument. Karine a dit qu'elle était tout à fait d'accord, que la médecine actuelle n'a pas su soigner ses problèmes lombaires et c'est le yoga qui l'a sauvée, qui lui a permis aussi de découvrir l'Ayurveda. Merci beaucoup, Catherine, de ta contribution. Top. Karine, pardon, Catherine, et puis Catherine aussi, forcément. Véronica trouve que c'est très intéressant. Et puis, il y a David qui nous fait un petit coucou. Donc, je te fais coucou, David. Oh, il y a quelqu'un qui a l'air un petit peu en colère, je ne sais pas pourquoi. Ça serait bien Ah, que cette personne nous dise ce qui se passe et puis qu'on puisse en discuter. Et, voilà. Je ne sais pas, j'ai un petit smiley en colère. Donc... Bon, en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions, c'est le moment parce on va pas tarder à arrêter là. Euh, donc, toi, on te trouve à Tours, moi, on me trouve à Rennes. On te trouve aussi sur le site yoga-thérapie.com, c'est ça? voilà, c'est ça. Et quand même, j'en profite pour ajouter que j'organise cet été, là, sur 3 jours, une retraite de yoga et d'ayurveda pour les femmes en préménopause, ménopause, du 1er au 4 juillet, dans le Marais Poitevin. Voilà. Donc, avec un lieu pour se ressourcer, où on mange végétarien également et où on va utiliser les outils du yoga et de l'Ayurveda pour un peu relancer son énergie, retrouver de la sérénité, se ressourcer. Et pour que ces femmes en ménopause, préménopause apprennent vraiment que ce soit un point de départ pour reprendre leur santé en main. Voilà. Et le tarif, il est de? Alors, le tarif, là, tu me poses une colle. C'est à partir de 300 euros, tout compris, en pension complète, en chambre individuelle. Et il y a aussi des chambres doubles. Super. Et donc, il y a un petit peu de yoga le matin, l'après-midi, fin d'après-midi. Il y a un peu de la théorie et un temps libre, bien sûr, l'après-midi pour se ressourcer. Super. Et Et piscine c'est à quel aussi. endroit dans le Marais Poitevin? Alors, c'est vraiment perdu au cœur du Marais de Poitevin. C'est le département de la Vendée, le 85. C'est le gîte de la tambourinerie. Et tu pourras peut-être laisser un lien vers le gîte. Oui, carrément. Euh, Donc, si on veut me retrouver, c'est un petit stage, hein, il y a 7 places. Donc, il D'accord. reste encore 2-3 places à peine. Ok, bah, écoute, super. Peut-être que j'en ferai partie. Ah, Donc, bah euh, volontiers. bah, moi, je serais heureuse. Donc, si il y a des personnes qui veulent venir se taper l'incruste dans ce... Se ressourcer, se aussi, ressourcer. se retrouver aussi pendant ce stage, n'hésitez pas. Comme ça, vous nous rencontrerez avec Catherine. Ce serait chouette. Moi, je vais faire en sorte de venir parce que j'en aurais bien besoin. Avec mes bouffées de chaleur. Ah, bah oui, 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 oui. Voilà.
Bon, ben, merci Très beaucoup, bien. Catherine, d'être venue ce soir. C'était très chouette. J'ai Merci, beaucoup merci apprécié. Chantal. Merci. Et Merci a à tous. priori, tout le monde aussi, puisque je vois plein de petits cœurs qui montent. Donc, merci beaucoup à tous. Merci. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Et on se retrouve la semaine prochaine, donc avec Françoise pour parler de cure ayurvédique en Inde. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir et à très bientôt. Au À revoir. bientôt.